le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Inter présente Corto Maltese, le jour de Tarouéhan, de Juan Diaz Canales et Ruben Pellegero. Le célèbre aventurier d'Hugo Pratt est de retour en BD. Comment Corto Maltese s'est-il retrouvé à la dérive en plein Pacifique dans la balade de la mer Salée? 50 ans après, le mystère est résolu. Corto Maltese, le jour de Tarouéhan, une BD France Inter. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Qu'est-ce qui va se passer chez vous dans quelques instants? Nous recevons Fatou Diom, l'écrivaine, et elle va nous enjailler le studio parce que c'est quelqu'un qui est solaire. Vous enjaillez le studio? Ouais, elle va Très carrément bien. enjailler le studio. Des promesses, toujours des promesses. Vous avez entendu il y a quelques instants les 4 pop de 17h. Vous écoutez France Inter. Les infos, Estelle Schmitt. Les démocrates disent vouloir agir sans rancœur ni délai. Depuis 1 heure maintenant, les auditions publiques et filmées ont débuté au Congrès américain dans le cadre de la procédure de destitution du président républicain Donald Trump. Sous l'œil des caméras, l'interrogatoire de William Taylor, ambassadeur américain par intérim à Kiev, et de George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les 2 diplomates ont déjà raconté à huis clos les efforts déployés par les proches du président américain pour forcer l'Ukraine à enquêter sur le démocrate Joe Biden. Campagne de calomnie, cette enquête, selon un élu républicain, bien conscient que la procédure de destitution n'aboutira sans doute pas, car c'est le Sénat à majorité républicaine qui aura le dernier mot. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 18h d'Inter. En France, la mobilisation des étudiants se poursuit à Lyon 2, là où étudiait le jeune homme qui s'est immolé vendredi dernier pour dénoncer la précarité des étudiants. Mot d'ordre était donné de bloquer les 2 campus de l'université. Un seul, finalement, l'a été, celui de la Porte des Alpes ou de Bron, où s'est rendue Mathilde Imberti. Cet après-midi, une trentaine d'étudiants tiennent encore le siège. Ils se relaient dans le froid. Le campus de la Porte des Alpes est bloqué. La présidence de l'université Lyon 2 a décrété sa fermeture. Les murs de l'université ont été tagués. Les mêmes messages qui reviennent. Étudiants et étudiantes précaires, crous coupables. Voilà, ce sont des choses qui reviennent beaucoup. Plus d'APL, plus de bourses en nombre et en montant. C'est le strict minimum, je pense. Voilà. Nelson, du syndicat solidaire étudiant, espère que les revendications avanceront, regrette de ne pas avoir été entendu par le ministère de l'Enseignement supérieur. L'idée, c'est que Frédéric Vidal, Emmanuel Macron et finalement tous les gens qui gravitent autour commencent à s'exprimer et à prendre au sérieux des problématiques qui sont urgentes. C'est pas arrivé pour rien ce qui s'est passé. On veut que ça arrive plus, on veut que les étudiants puissent vivre dans des conditions normales. Se dire, on va donner aux étudiants maximum, pour ceux qui sont les plus prolos des prolos, 550 € par mois, alors que le seuil de pauvreté est bien au-delà et que les loyers eux-mêmes sont parfois au-delà, c'est juste scandaleux. Très simplement. Les étudiants mobilisés essaieront de bloquer le campus de Bron cette nuit aussi. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter. Hier, la manifestation parisienne a dégénéré. Les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur forcées. Rien ne peut justifier que des violences puissent être commises malgré l'événement tragique, a dit la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye après le Conseil des ministres. Après le suicide d'une directrice d'école début octobre à Pantin, en Seine-Saint-Denis, une première mesure annoncée cet après-midi par le ministère de l'Éducation pour alléger le travail des directeurs d'école. Une journée supplémentaire de décharge des cours leur est accordée sur la période novembre-décembre. Pierre Jox visé par une plainte d'une femme pour agression et harcèlement sexuel. Selon des informations du quotidien Le Monde, les faits se seraient produits en 2018. La femme à l'origine de la plainte aurait occupé le poste d'assistante de vie de l'épouse de Pierre Jox, l'ancien ministre socialiste de la Justice et de l'Intérieur. Dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, les commémorations 4 ans plus tard des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis qui ont fait 130 morts, 350 blessés. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, accompagnés notamment de la maire de Paris, se sont recueillis devant le Stade de France, la salle de concert du Bataclan, devant les bars et restaurants parisiens attaqués, puis devant la mairie du 11e arrondissement de la capitale. Hommage avec des proches de victimes, des associations. D'ailleurs, l'association Life for Paris reçoit encore de nouvelles victimes du 13 novembre qui ne s'étaient jamais manifestées jusqu'ici, explique son président Arthur Desnouveaux. On a eu entre 20 et 25 personnes qui sont venues et qui ont poussé la porte de l'association pour la première fois cette année, qui n'avaient entamé aucune démarche d'indemnisation, aucune démarche, même certains pour porter plainte.
Alors sans vouloir faire de généralité, les profils qu'on a reçus étaient souvent les mêmes, des gens qui étaient blessés psychologiquement, qui se sont dit que vu qu'ils n'étaient pas blessés physiquement, ils n'avaient pas le statut de victime, ou du moins qu'ils ne le méritaient pas, qui se sont dit qu'ils étaient forts, qui finalement se rendent compte que c'est difficile, qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'une thérapie, qui commencent une thérapie, qui se rendent compte qu'une thérapie ça coûte énormément d'argent, et qui là se rendent compte que l'État, le fonds de garantie sont là pour fournir cet argent, et qui donc viennent nous voir. Évidemment, c'est tout à fait normal que chacun avance à son rythme, et si les associations font de la presse, c'est pas par envie de gloire, c'est justement pour rappeler à tout le monde qu'on peut se reconnaître victime bien après les faits. Malheureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général que le terrorisme, et que quand on se sent victime, il faut lever la main et il faut faire les démarches nécessaires pour aller mieux. Des propos recueillis par Rémi Brancato. Même s'il avait pris sa retraite en 1977, il était l'un des sportifs les plus appréciés, signait toujours autant d'autographes avec des admirateurs de tous les âges. Raymond Poulidor est mort la nuit dernière à 83 ans. Ancien cycliste héros populaire, incarnation de l'éternel second, celui qui était surnommé Poupou n'a en effet jamais remporté de Tour de France ni porté de maillot jaune, mais peu importe pour ces Français rencontrés dans les rues de Paris par Antoine Martin. Poulidor, c'était un peu l'idole, quoi. Ma fille, elle l'appelait Poulet d'or. Elle disait « Papy, viens vite voir ta Poulet d'or qui passe à la télé ». Il l'appelait l'éternel second. Je crois que c'est un peu péjoratif de dire ça, parce que ça a été un grand champion. On le considérait comme un tonton, quoi. C'est pas qu'il cherchait la première place, il l'espérait toujours, mais il était déjà très satisfait de son sort. Et c'était un champion qui avait quelque chose de touchant, en fait, avec beaucoup d'humanité. Parce que c'est quelqu'un qui était très aimé, et puis c'était quelqu'un qui faisait partie du patrimoine national, quoi. Quand il montait avec l'école, la fameuse image, la fameuse photo qu'on voit avec Anquetil qui se cognait la tête pour passer l'un devant l'autre. Maintenant, c'est plus comme ça. Il baissait la tête dans le guidon et puis ils y allaient sans trop réfléchir. C'était pour le spectacle. Et puis parmi les nombreux hommages à un de ses adversaires, Eddy Merckx salue un grand ami qui s'en va. C'est le premier épisode neigeux notable de la saison pour Météo France qui place 3 départements en vigilance orange, neige, verglas, l'Ain, l'Isère, la Drôme. L'épisode débute demain midi. Demain sur France Inter, Muriel Beyer et Olivier Nora, invités de l'Instant M. 9h40, Sonia De Villers. Le livre a-t-il disparu de la télévision ? Comment les chaînes publiques peuvent-elles se satisfaire de n'avoir plus qu'une seule émission littéraire ? Tous les grands éditeurs français signent une tribune pour s'en plaindre. 2 d'entre eux, références du métier, sont mes invités. L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h40. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit sorti de toit Poujoula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Poujoula sur poujoula.fr. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez exceptionnel ? Chez Roche-Beaubois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Beaubois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais pour cela, il faudra faire vite. Normal, c'est exceptionnel. Les prix 8 jours exceptionnels, c'est jusqu'au 18 novembre seulement dans votre magasin Roche-Beaubois. Détails sur rochebeaubois.com. France Inter aime. Nous pour un moment d'Arnold Ligre, mise en scène par Stéphane Braunschweig, à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Sortir de sa routine, se permettre un écart, risquer sa vie pour mieux se sentir vivre. Entre angoisse et désir, 20 personnes font la ronde en 6 séquences rapides qui sont autant de rencontres pour un moment. Le dernier texte d'un grand auteur contemporain, un décor puissant et surprenant, signé Stéphane Braunschweig. Nous pour un moment, du 15 novembre au 14 décembre, un spectacle France Inter. 17h08 sur Inter et c'est à vous par Jupiter, Charline et toute la bande. Bonsoir. Bonsoir Estelle Schmitt. Vous rendez tout le temps l'antenne à 17h08, c'est fait exprès ? Mais oui, c'est pour dire 8 avec vous, Charline. Il y a un complot à la rédaction. Mais je sais, 20 et 8. Mais oui, on aime ça. Oh là là là. Merci Estelle Schmitt. Il y a beaucoup de oui, bah évidemment, mais Estelle vient de l'Est de la... Vous venez de l'Est de la France. Voilà. On va vous appeler Pauline dorénavant. Ça sonne moins bien. Ça tombe bien parce qu'on a une Corinne avec nous. Attention, suspense, vous allez savoir qui c'est. C'est parti. « 10h30, dans les couloirs de France Inter, Alex est d'excellente humeur. Il est mort
Oh non, il y a le Pascal Sevran 2.0 qui est de retour. Ah, c'est fou d'aimer autant la chanson française et de lui faire autant de mal. Oh mamie, Donc, monsieur se prépare. Ah bah je suis hyper prêt pour Nicoletta. Ah, bah, on a remarqué. J'ai une question à lui poser. Qu'est-ce que c'est d'avoir connu le succès si jeune? Très bien, mais enfin, on verra ça. Comment elle est Michel Thor en coulisses? Ah bah tout le monde rêve de savoir, c'est sûr. J'espère que tu es aussi prêt pour aujourd'hui, parce que tout ce qui est thème des migrations, du racisme... c'est vrai, elle est franco-suisse, elle est née en Haute-Savoie. Ah, ça c'est pas flagrant son côté savoyard à Fatou Diom. Bah non, Nicoletta. Ouais, mais Nicoletta c'est demain. Oui, c'est demain. Et demain c'est pas toi, c'est Juliette qui co-présente. Ah bah non, mais par rapport au fait que je... Ouais, non mais je suis sûre que pour Fatou Diom t'auras plein de questions passionnantes à poser sur l'écriture, le rapport à la langue. Oui, mais moi c'est plutôt la chanson, ça, c'est plutôt la cam de Juliette. Je me suis dit qu'il fallait vous sortir de votre zone de confort à tous les deux. Alors aujourd'hui tu gères Fatou Diom, demain Juliette s'occupe de Nicoletta. Ouais, mais donc aujourd'hui je pourrais pas faire de duo avec la madame sur la maison. Alors là il y a peu de chance, effectivement. Mais tu vas apprendre plein de choses, et puis t'inquiète pas, Juliette elle sera là pour te coller. Ouais, j'ai lu son livre. Juliette. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander, moi, demain, à Nicoletta? Je peux t'apprendre des chansons. Alex, focus Fatou Diom, focus Fatou là. Fatou. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. Tant qu'il y a de la batterie, il y a de l'espoir. Voici le menu déroulant. La précarité étudiante surgit avec beaucoup de virulence dans l'actualité. Un jeune homme de 22 ans s'est immolé, ses soutiens manifestent et le coup de gueule d'une jeunesse étudiante délaissée remonte jusqu'au gouvernement. 4 heures par jour dans le RER, expulsé en plein hiver d'une chambre de 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Depuis que le parti animaliste rassemble 2% des voix, tous les partis s'emparent de la cause animale. Voilà que les chatons sont récupérés politiquement. Oui, aussi on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse clientèle, ribambelle de gens qui travaillaient à la cause. Les ventes de livres diminuent et pourtant la moitié des Français rêvent de se tourner vers l'écriture. Un rêve difficilement accessible dans un pays où l'écrivain occupe le sommet de la pyramide intellectuelle. Un roman, ça sert à rêver, ça sert à s'évader. C'est pour écouter les histoires de Monsieur Duchemol qui se plaint de la météo. Et voici celui qui occupe le sommet de l'écriture concise, brève, voire compressée. C'est Alex Vizorek. Je vous remercie. Bonjour Charline Vanhoenacker et bien belle équipe autour de la table, évidemment, à 17h20. Celui avec qui on ne peut pas séparer l'homme de l'artiste, puisqu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est vous, Pablo Mira, bonjour. C'est pas faux. Salut Alex, salut Charline, petite gerbille de gauche. Allez, devinette, qu'est-ce qui est rouge et qui vole 3 jours par mois? Hein? J'en ai aucune idée. En revanche, ce que je sais, c'est que les étudiants français sont de sacrés raclures. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. À 17h30, celui avec qui on aimerait séparer l'homme de l'emmerdeur, mais c'est pas évident. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à tous. Mais écoutez, il y a eu un petit tremblement de terre dans la Drôme, là où il y a des centrales nucléaires. Donc je suis allé voir des professionnels du secteur pour nous rassurer. On va tous crever. Non, on n'est pas rassurés. Et enfin, à 17h40, celle qui refuse de séparer le rhum du coca, c'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. On va pas. Rien, je ne dis rien. Rien. J'étais tellement fier quand je l'ai trouvé ce matin. Et voici celle dont l'esprit va régner sur notre open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. You are... Je suis alsacienne et je m'appelle Fatou Diom. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Fatou Diom, bienvenue. C'est vrai que vous êtes un peu alsacienne, vous avez vécu à Strasbourg. Ça se voit quand même. Bah ouais, vous avez vécu à Strasbourg, c'est vrai. Alors vous publiez un roman chez Albin Michel intitulé Les Veilleurs de Sangomar. Est-ce qu'on peut d'abord dire où est Sangomar et qu'est-ce que c'est? Alors, Sangomar, c'est une petite virgule de sable juste en face de mon village natal, l'océan Atlantique. C'est dans l'océan Atlantique au sud-ouest du Sénégal. Voilà où vous nous emmenez, entre autres, car dans ce roman, Fatou Diom, il s'agit de l'histoire d'un deuil, le deuil de Koumba, une jeune Sénégalaise, veuve parce que son mari est mort dans le naufrage du Joula. Alors faites l'expérience chez vous, autour de vous, là tout de suite, et demandez autour de vous qu'est-ce que ça vous dit le Joula. Alors, moi, en tant que journaliste, c'est pas parce que j'étais journaliste, mais je le savais, mais j'ignorais que les gens ignoraient à ce point le naufrage du Joula. C'est en 2002 au large du Sénégal et c'est pire que le Titanic. Oui, parce que le chiffre officiel c'est 1864 morts.
Selon d'autres sources, on parle d'environ 2000 morts. Et donc, l'ami, le confident, le chéri, le tendre, enfin, l'être exceptionnel pour Kumba, Bouba, donc, son mari, est resté dans ce bateau. Elle ne s'en remet pas. Et si vous n'écriviez pas ce roman, Fatou Diom, le Joula, en France, la plupart des gens continueraient à ignorer, quoi. Alors la démarche, vous en faites ce livre, c'est à la fois un mémorial, c'est beaucoup plus que ça, c'est très très joli, mais ça a valeur de mémorial, et ça a valeur de remettre ce drame au milieu de nos pensées. Oui, ce que Kumba dit de son écriture elle-même, parce qu'il y a une mise en abîme, elle-même, elle écrit dans le livre, elle écrit pour raconter à sa petite fille qui était son père. Donc, elle écrit pour rêver son Afrique, elle écrit pour régler aussi ses comptes, tout ce qui lui déplaît autour d'elle pendant ce veuvage. Elle dit aussi que c'est sa manière d'offrir une sépulture à tous ceux qui n'ont que les vagues pour stèle. C'est un hommage, c'est l'ode vraiment qu'elle écrit elle-même pour penser à ses victimes, afin qu'on ne les oublie pas. C'est un Titanic africain, sauf que pour le chiffre, c'est 2 fois le Titanic. Alors, Fatou Diom, pourquoi est-ce que, notamment en France, on ne se souvient pas de ce drame? Pourquoi? Alors, moi, personnellement, je ne sais pas, mais je vais plagier Kumba qui écrit dans le livre. Et Kumba, dans le livre, elle dit que pour les puissants, la mort des pauvres est aussi insignifiante que leur vie. Donc, je ne sais pas si c'est le niveau de la bourse, je ne sais pas à quel niveau on cote le Sénégal, par exemple. Je ne sais pas si tout cela influence notre regard. Je sais simplement que sur les prés, les vaches se reconnaissent. Donc, il serait temps que les humains en fassent autant. Si je peux me permettre de vous citer, si vous êtes d'accord, justement, c'est un passage qui nous a marqué, Juliette et moi. À l'ère du Dow Jones et du CAC 40, l'émotion est à géométrie variable, surtout parce qu'elle obéit au cours de la bourse à Wall Street. Quelle est la cote de la vie des citoyens du tiers-monde? La finance planétaire se soucie davantage d'un rhume de Google que du paludisme qui pourtant tue sous les tropiques plus que le sida dans le monde entier. La mort des pauvres émeut si peu le monde que leurs familles se sentent ignorées, sur une autre planète, abandonnées par l'humanité. Environ 2000 personnes noyées au large de Dakar. Cette nouvelle a-t-elle provoqué une minute de silence dans une ville européenne ou américaine? En tout cas, Kumba n'en avait pas entendu parler. Pour les puissants, la mort des pauvres est aussi insignifiante que leur vie. Ah ben voilà. Voilà. Et vous dites aussi, justement, dans ce passage, le palu tue plus que le sida. C'est idem en Occident, on l'ignore, oui, c'est une maladie de pauvres qui attrape le paludisme, les Africains, et puis quelques tourismes paumés quelque part sous un cocotier. La dernière fois qu'on en a beaucoup parlé, c'était Faustocopie. Le cycliste qui l'a attrapé. Qui l'a attrapé. Eh ben, malheureusement et heureusement, malheureusement au moins il peut aider à faire parler de ce problème. Le paludisme continue à tuer. Chaque hivernage en Afrique, c'est l'hécatombe. Mais on n'en parle pas, on ne pourra pas me dire qu'on a pu construire Philae, mais qu'on n'a pas été capable de trouver un vaccin contre le paludisme. Fatou Diom, le roman nous plonge dans le deuil de Kumba et tout ce que aussi toute la nostalgie, etc. dégage, le dialogue avec les morts et les esprits qui sont sur cette petite langue de sable dont vous parlez à Sangomar. On balance entre la tradition qui est un refuge, parce qu'elle peut parler avec les morts, les entendre. La tradition est à la fois un refuge et un poids, avec sa belle-mère, avec le fait de se remarier, etc. On balance aussi entre tradition animiste et musulmane. C'est tout ça que vous avez voulu raconter aussi, cette ambivalence? Il y a la tradition, mais avec plusieurs escaliers. Donc la tradition récente, c'est effectivement les métamorphosés qui l'encerclent, qui prêchent à longueur de journée et qui trafiquent le Coran. Et puis les chrétiens... Vous appelez les métamorphosés. Les métamorphosés, voilà. Parce les mutants, c'est ça? Les mutants. On appelle les Bogdanov ici. Il y a un nom technique pour chez nous. Donc eux, ils ont loupé la marche. Et puis il y a aussi les chrétiens qui vendent des bouteilles d'eau de source pour de l'eau bénite. Et ils disent que ça soigne de toutes les maladies. Voilà, le Christ, il soignait les gens, mais pas pour de l'argent. C'était par compassion. Donc il y a tous ces gens-là qui encerclent Kumba. Et elle, pour s'échapper, parce qu'elle n'en peut plus, elle convoque les morts. Parce qu'elle vient, donc la vraie tradition de chez elle, c'est l'animisme. Et dans l'animisme, les morts sont juste autour de nous. Il y a un petit voile, ils sont dans le même univers que nous. Ils évoluent dans un autre espace de Roxen. Et Kumba parle avec ces morts-là, parce qu'elle trouve plus d'authenticité à convoquer son mari parmi les ombres qu'à écouter ces métamorphosés qui racontent le Coran qu'ils n'ont jamais lu et qui ne savent même pas lire.
Fatou Diom, ça s'intitule donc Les Veilleurs de Sangomar. C'est paru chez Albin Michel avec une dernière partie du livre qui est un plaidoyer féministe. Et c'est Juliette Arnaud qui nous chronique. Ça, c'est mon côté garçon. Fatou Diom, elle est avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Et elle est très en forme, croyez-moi. Je l'ai senti avant l'émission. Devendra Brown-Hart, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child now. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know, but that's just it. I'm a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. And I need you to please explain the war. And I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? 'Cause I need you to make me take my nap. Ah. And I need you to recognize my friends. 'Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child. And I need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm a child. Fatou Diom, vous êtes avec nous. On expliquait que l'héroïne de votre roman, Kumba, elle est en deuil parce qu'elle a perdu son jeune mari dans le naufrage du Joula. Que en France, si on pose la question, qu'est-ce que le Joula, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Est-ce que vous pouvez donc, et vous devez, nous répéter, nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé et ce ferry relié où à où? Alors, le Diola, déjà, ça porte le nom d'une ethnie localisée au sud du Sénégal, les Diola. Ce sont des habitants de la région de Casamance, au sud du Sénégal. Et le chef-lieu de cette région, c'est Ziguinchor. Et le ferry, le Diola, reliait la capitale donc sénégalaise Dakar à Ziguinchor. Et ce bateau revenait la nuit du 26 septembre 2002. Et le bateau a coulé au large de Dakar, entre même Dakar et Banjul, à peine 40 km, parce qu'il y a un moteur qui est tombé en panne. Donc le Diola avait 2 puissants moteurs de 1600 chevaux, a-t-on dit. Donc c'était un gros bateau, 73,60 mètres en flottaison. C'était immense, avec 12 mètres 50 de large. Et il y avait 44 membres d'équipage. Et tous ces gens sont morts avec les 2000 passagers, dont des touristes, des étudiants qui rentraient, des élèves, des visiteurs, des gens aussi de l'action humanitaire. Donc beaucoup de pays étaient touchés. Voilà, et toutes les ethnies sénégalaises aussi. Voilà le point de départ donc de votre roman Les Veilleurs de Sangomar, paru chez Albin Michel. Pour entourer Fatou Diom aujourd'hui, Alex. Eh bien, vous l'entendez tous et de loin, c'est Juliette Arnaud. Il y a aussi Guillaume Meurice et Pablo Mira. Et la formation. Eh oui. Un homme
qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Gourde. Le journal, bam, bam, presque 17h17. Et là, par un voyage à Lourdes. Sourde. Une belle lourde. J'en ai plein la tête. Et on commence par les titres. Nous sommes le 13 novembre et nous avons donc une pensée pour les victimes des attentats. Et oui, le 13 novembre 2015, funeste jour où une équipe belge a battu des Français. Et là, on a vraiment eu le seum. On apprend également aujourd'hui le décès de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans. Eh oui, c'est toujours les meilleurs qui partent en deuxième. Est-ce qu'il y aura des brèves? Et bien sûr, Charline, parce que je compte bien rester le maillot jaune des brèves. Et voilà, c'est triste. Raymond Poulidor, tout le monde l'aimait bien, Poupou. Mais oui, parce qu'en France, on aime bien les éternels perdants et ça laisse une belle marge de progression à François Bayrou. Justement, parlons politique et on commence avec Nadine Morano. Oui, parce que quand on est face à un débat compliqué, c'est bien de trouver des gens qui peuvent le faire avancer. Je le dis, moi, j'ai toujours été attiré par des jeunes filles. Des mineurs. Des mineurs, oui, non, mais sur Polanski. En tout cas, des jeunes filles, dites-le. Sur ce plateau, qui n'a pas couché avant ses 18 ans? Non, mais bon, à un moment. Et ben voilà, de temps en temps, c'est les questions aussi qu'on ne s'était pas posées. Merci, Nadine. Très bien, alors précision de qualité. Restons à droite. La justice rejette la deuxième demande de mise en liberté de Patrick Balkany. Et oui, pour l'évasion fiscale, il est balèze, autant pour l'évasion tout court, il est pas très doué, Patoche. Et quant à la cagnotte lancée par les soutiens de Balkany, elle a permis de récolter près de 50 000 €, mais c'est à peine 10% de la caution. Et oui, c'est une habitude pour les Balkany, déclarer 10 fois moins que le montant attendu. À l'extrême droite, après la marche contre l'islamophobie, Gilbert Collard a comparé Mélenchon à Pierre Laval. Et là, c'est le bingo. C'est un membre du FM qui accuse un communiste de collaboration avec les nazis. Probablement la plus belle tentative rhétorique de l'année. À l'Assemblée nationale, François Ruffin, député insoumis, dépose une proposition de loi contre la publicité dans les toilettes pour qu'on le laisse, dit-il, uriner en paix. Uriner en paix. François Ruffin, le Stéphane Echer de la pissotière. Allez, on passe à la course à la mairie de Paris. Oui, mairie de Paris sur la liste de Marcel Campion. Ça, c'est assez intéressant. On trouve Jean-Marie Bigard. Oui, et qui a fait une petite vidéo de campagne, pas inintéressante. C'est du bon. Attention, le son est d'origine, il parle d'Anne Hidalgo. Vas-y, dégage, Madame Hidalgo. On n'est pas maire de Paris avec 8%. On est maire de Paris avec 51%. Ça s'appelle la démocratie. Le reste, c'est de la dictature. Voilà, on préférait tous le sketch de la chauve-souris, bien évidemment. Municipal, toujours à Paris, le candidat Gaspard Ganzer propose un loyer fictif pour les logements vacants afin de contenir les prix de l'immobilier. Et on peut lui faire confiance en matière de fictif. Il a travaillé 5 ans avec François Hollande, Gaspard Ganzer, quand même. Tout autre chose, le séisme en Drôme-Ardèche. Christophe Castaner promet que la demande pour qu'il soit considéré comme catastrophe naturelle sera examinée dès mercredi prochain. Ah, ça c'est une belle preuve d'humilité et de contrition. De quoi que ça? Christophe Castaner admette qu'il soit une catastrophe naturelle, franchement chapeau. Il parle du séisme, Alex. Ouh, la boulette. Bah oui. Du séisme, allez, des brèves, allez. Oui, alors là, attention. 300 libertins évacués d'un club échangiste après une alerte au monoxyde de carbone. On connaît l'incident? Alors, on ne sait pas, je peux pas. Bon, mais en général, c'est quand même un endroit où on n'oublie pas de ramener la cheminée, donc c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, la dernière. Allez, Liège, en Belgique. Oui, faites-vous l'image. Dylan s'affiche sur Facebook avec la voiture qu'il vient de voler. Et je voudrais que les Français ne se moquent pas, parce qu'en France aussi, vous avez des gamins avec des prénoms américains qui posent en photo avec leur larcin. Mais vous pensez à qui? À Kylian, qui a posé avec une Coupe du Monde qu'il avait volée à la Belgique. Et oui, et ça, il faut le dire. Allez. Il est 17h27 à Paris, il est donc 16h27 à Dakar. Fatou Diom avec nous, et on va parler des étudiants qui descendent dans la rue pour crier ce slogan: la précarité tue. À Lyon, il se rassemble en soutien au jeune homme de 22 ans qui s'est immolé alors qu'il avait perdu son logement étudiant en raison de son redoublement. Ceux qui n'ont pas les moyens de subsister doivent renoncer à étudier. Bref, comme souvent, j'avais 20 € en poche alors que c'était le 5 du mois. Alors comme souvent, je me suis mis en mode survie. Quand je suis en mode survie, je regarde les tickets de jeu déjà grattés par terre en espérant qu'ils soient gagnants. Je mets de l'eau dans les bouteilles de shampoing vides pour les réutiliser. Pareil pour le liquide vaisselle. Et je découpe le tube de dentifrice pour pas le gâcher. Quand j'ai plus de lessive, je lave mes fringues à l'adoucissant. Quand j'ai plus d'adoucissant, je lave mes fringues au déodorant.
Je cherche de l'argent dans le canapé, dans toutes mes poches. J'appelle les gens qui me doivent de l'argent, ils répondent pas. Je réponds pas aux gens à qui je dois de l'argent. Je me dis que je dois avoir au moins 100 € en centimes, alors je les trie. Mais j'ai que 7 €. Bref, la séquence de Kian Kojandi sur Canal+. Fatou Diom, vous avez étudié en France, vous avez fait du ménage pour pouvoir payer vos études. Experte. Ouais, en termes de précarité étudiante, je pense que vous êtes bien placé pour nous en parler. Voulez vous faire réagir à ce sujet? En France, 6e puissance mondiale, il y a un étudiant de 22 ans qui s'immole parce qu'il n'a plus les moyens de subsister, alors que tout ce qu'il voulait, c'était étudier. Oui, c'est tragique parce que, souffrir comme ça pour étudier, je voulais juste souligner le cercle vicieux. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on étudie moins bien. Donc forcément, parce qu'on étudie moins bien, on redouble. Donc forcément, la bourse, elle est coupée. Donc on retombe dans la pauvreté qui fera qu'on étudiera encore moins bien. Donc c'est le cercle vicieux. Et voilà, moi je voulais souligner ça parce que je vous garantis que quand on veut être un bon étudiant et qu'on doit passer sa vie à courir après des petites heures comme ça, de babysitting, de ménage, on devient expert en survie avant d'être diplômé en médecine ou en littérature. Donc il serait bien aussi qu'on puisse les aider, les soutenir. En tout cas, je suis de tout cœur avec tout ce qui manifeste et je voudrais que Madame est enseignante à l'Élysée. Ah oui, Madame Macron. Les enseignantes ont changé ma vie. Je compte sur elles pour réveiller monsieur et lui dire que les étudiants de France ont besoin de lui. Fatou Diom, elle était proche des étudiants alors. Pardon? Brigitte, c'est le moment de dire ça. Aussi, le micro du Belge. Terminons sur ce sujet en vous demandant quand vous deviez faire plein de petits boulots pour étudier. Mais comment vous faisiez? Parce que c'est épuisant, vous faisiez des ménages, plein de boulot, etc. Comment vous arriviez à étudier concrètement? Est-ce que c'était moins d'heures par jour? Est-ce qu'on écourte les nuits? Comment on y arrive en fait, Fatou Diom? Alors c'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'était arrêter de réfléchir. C'est bizarre, hein? Parce que je dois étudier en essayant d'arrêter de réfléchir. C'est-à-dire que penser à sa condition, c'est ne plus pouvoir la supporter. Donc voilà, je fonce, je vais faire le ménage. Et alors, pour me dégourdir la tête dès que je rentre, je donne des coups de batte de baseball avec ma plume. Toute la nuit, j'écris pour me défouler. Donc j'écris, le lendemain, vous êtes devant votre patronne pour le ménage. Puis là, elle va dire, ma petite Fatou, tu me repasses ma robe de linge, je vais à l'opéra ce soir. Et on rigole. Elle se demande pourquoi on rigole. Mais je sais ce que je lui ai mis dans une nouvelle vacharde hier soir. Et ça aide à survivre. Et après, quand on est à la fac, c'était la consolation. Donc, je sais pourquoi je fais les ménages. Donc, je dirais aux étudiants, pas de complexe. Transpirer pour ses rêves, c'est plus que louable. Je les encourage, il n'y a pas de saut métier. Travailler dur, ça prend qu'un temps de jeunesse. Et puis, vous profiterez de ça toute votre vie. Gardez le courage. Fatou Diom, écrivaine. Et si vous voulez bien sur ce sujet, ça tombe bien que vous soyez intervenu juste avant. Et dans l'idée d'approfondir ce sujet, j'aimerais entendre l'avis de celui qui fait exploser les ventes de gilets de sauvetage tellement sa beauté nous submerge. C'est Pablo Mira. Pablo, déjà, vous êtes physiquement au top, on peut le dire. Mais en plus, vous avez des choses à nous dire sur la colère des étudiants. Ouais, tout à fait. Ma louloute namuroise avec les étudiants. La France a donc trouvé plus flemmard que les gilets jaunes et que Frédéric Becbédé. Flemmard et violent, on l'a vu hier quand ils ont interrompu la conférence de François Hollande lors de laquelle ils ont déchiré des exemplaires de son livre. Quelle honte, quelle honte. Rien ne justifie que l'on déchire un livre, Alex. Bien entendu. Rien. D'ailleurs, Pablo, je tenais à vous refaire le livre. Donnez-moi ça, c'était de gauchiste. C'est la littérature du démon. C'est le livre de Guillaume. Gauchias. Nazi. Super votre bouquin, Guillaume. Alors, en tout cas, moi, je vous le dis, j'ai été choqué par ces images, choqué par l'immolation de ce militant socialiste à Lyon. L'université doit rester un lieu de dialogue, de discussion et puis bien sûr de stigmatisation des étudiants en histoire de l'art. Heureusement, les sauvages qui ont investi l'université de Lille 2 hier n'étaient pas légion non plus. On parle d'un tout petit groupe d'étudiants radicaux. D'ailleurs, vu le nombre dérisoire, ne parlons pas d'un groupe, parlons plutôt d'une audience de clics sur Canal+. Néanmoins, malgré leur faible nombre, ce mouvement me fait quand même très peur, je dois le dire. Il me rappelle les heures les plus sombres des heures pas super sombres de l'histoire. Mais surtout, cette colère étudiante est totalement injustifiée. Seulement, écoutez bien, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je veux dire,
techniquement, ça va, voilà, c'est pas comme s'ils vivaient sous le seuil de technicien à Radio France. Mais bon, ok, admettons, admettons, hein, ils sont pauvres, oh, c'est terrible, oh là là, je suis triste. Pardon, mais être pauvre, c'est pas honteux, hein. Jésus, pour le coup, avait fait vœu de pauvreté, et regardez où ça l'a amené. Son visage est dans toutes les églises et sur toutes les gaines de Christine Boutin. Mais au lieu d'être heureux de leur sort, hein, les étudiants, eux, ils font quoi? Ils sombrent dans la morosité. Il suffit de voir ces autres chiffres, je vous les donne, écoutez, c'est hallucinant. 2 étudiants sur 10 présentent des signes de détresse psychologique. Vous avez bien entendu, 2 étudiants sur 10 votent François Asselineau. Plus de 8% des étudiants ont même déjà pensé au suicide. Alors oui, c'est 3 fois plus que dans le reste des 15-30 ans, mais c'est quand même 40 fois moins que chez les attachés de presse de Roman Polanski. Pour le prochain chiffre, je vais demander à Gérard Larcher de s'éloigner de son poste de radio. Faute d'argent, écoutez bien, 68% des étudiants déclarent sauter des repas. Oui, et alors, so what, comme on dit chez nous. Pourquoi vouloir à tout prix un esprit sain dans un corps sain quand on peut avoir un esprit vif dans un corps chétif? Vous voyez, c'est quand même fou de se mettre dans pareil état. Est-ce que, solution, est-ce qu'au lieu de jouer les Calimero, il ferait pas mieux de trouver un boulot, hein? Ce serait peut-être pas mal, hein, les feignasses qui nous écoutaient. Moi, Charlie, vous croyez que mes parents, quoi, ils m'ont tout payé, hein, mes études, mon logement, mon transport? Bah ouais. Arrêtez de lire dans mes pensées, Charline. Mesmer, c'est toi? Je savais que ce petit bouc au niveau du menton, c'était un indice. Tout ça pour vous dire, Charline, ma louloute, qu'avant les étudiants se plaignaient pour le coup de vraies choses. Le conservatisme des années 50, 60, la guerre du Vietnam. On se suicidait pour des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, je ne les comprends plus, moi, les jeunes. C'est comme s'il y avait un immense fossé générationnel. J'ai l'impression qu'au niveau des valeurs, la distance qui me sépare de cette génération est aussi grande que celle qui sépare Alex d'un Molière, du meilleur comédien. Le pire, je vais vous dire... Ça va, Alex? J'étais pas loin, mais j'ai dû le donner à quelqu'un. Le pire, je vais vous dire... Le pire, je vais vous dire, c'est que ces étudiants ont oublié la valeur persévérance et se plaignent alors qu'ils ont tout à moindre frais grâce au Crous. Mais c'est formidable, ça, comme invention, le Crous, avec ses chambres de 9 mètres carrés environ, comme une cellule de prison. Sauf que là, voilà, on est sûr qu'il n'y a que des innocents qui souffrent. Formidable. Donc moi, je le dis aux étudiants qui nous écoutent, soyez fiers des universités françaises qui forment l'élite de l'Europe. C'est de nos facs de droit que sortent les meilleurs avocats, de nos facs de médecine que sortent les meilleurs médecins et de nos facs de gestion que sortent les meilleurs chômeurs. Pour conclure, le problème de la précarité des étudiants n'est pas nouveau. Aucun gouvernement de gauche comme de droite n'a réussi à l'endiguer. Heureusement, pour le coup, je crois que notre président actuel saura trouver les mots pour étouffer instantanément cette révolte dans son œuf. Et ces mots, on les connaît tous. Oh, tiens là-bas, une femme voilée. Allez, salut. Pablo Mira, merci Pablo pour votre soutien aux étudiants précaires. Vous avez apporté le contrepoint à Fatou Diom qui a apprécié. Vous applaudissez, Fatou? Ah oui, vraiment. La qualité, quand même, elle est là. Ouais, vraiment. Vous avez dit tout ce qu'elle n'a pas osé dire, c'est formidable. Les
c'est de la Dream Pop, mais ne rêvez pas trop, parce que nous sommes de retour sur France Inter par Jupiter. La Dream Pop. On s'endort. Sleep comme dormir en anglais, Charline. D'accord. Petit jeu de mots pour les gens polyglottes. Je ne comprends rien aux blagues aujourd'hui. Fatou Diop nous accompagne. Aujourd'hui, l'écrivaine publie Les Veilleurs de Sangomar chez Albin Michel. C'est Juliette Arnaud qui va nous chroniquer votre roman tout à l'heure. Fatou, tout va toujours bien? Oh, ça va très bien. Vous êtes prête à affronter la chronique de Guillaume Meurice? Ah oui, ça va peut-être avec moins plaisir. Allez, allons-y. Je vais vous parler d'un petit tremblement de terre qui a eu lieu dans la Drôme, pile là où on était pour notre première émission de la saison. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors moi j'avais déjà remarqué les tremblements, mais c'était les fans d'Alex Vizorek. C'est la maison de retraite des Mimosas qui était venue nous voir. On les salue. Alex revient dimanche dans la télé. Hein? Pas de panique. C'est bon. Alors pas de panique non plus au niveau du séisme, parce que nos belles centrales nucléaires qui se trouvent sur place à cet endroit-là, elles ont tenu le coup. Ce sont les responsables qui l'ont dit avant de se gratter avec le troisième bras qui leur poussait sur le front comme ça. Hein, si vous n'aimez pas le cubisme, n'en dégoûtez pas les autres. Mais moi je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont besoin d'être rassurés toujours. Alors bon, ça fait partie de mon job, service public. Je suis allé au grand salon de l'énergie qui avait lieu porte de Versailles. Tout plein de professionnels donc de l'énergie qui étaient là pour ôter nos doutes sur le nucléaire et les tremblements de terre. Oui, alors déjà celui-là, il était exceptionnel parce qu'il a surpris tout le monde. Donc, prenez par exemple la zone la plus sismique en France, qui est la zone de Nice. On n'a pas construit de centrale nucléaire à Nice. Justement, la preuve que c'est un peu flippant, non, si on n'a pas su prévoir les tremblements de terre qu'il y a eu là. Oui, enfin vous savez, moi en Bretagne, on en a eu à Lorient. C'est normal, la terre bouge, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a une centrale nucléaire à Lorient? Non. Alors, là, je parle bien de la terre qui bouge sous les centrales nucléaires. Hein. Je dis pas que je m'en fous du reste. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème en Bretagne, l'alcoolisme, la consanguinité, le dernier album de Mano. Bon. Mais on va faire chaque chose en son temps. Alors, allons voir un autre professionnel pour nous rassurer. Les tremblements de terre sous les centrales. Donc, globalement, généralement, les gens qui calculent et qui dimensionnent sont bien au fait, donc avec des normes de sécurité qui sont effectivement bien prises en compte. Donc, mais si un jour il y a un plus gros séisme? Sincèrement, c'est pas très courant d'avoir un séisme en France, donc c'est même assez exceptionnel. Donc les coefficients de sécurité sont tels que normalement il ne peut pas y avoir de problème. Donc, il n'y aura pas de problème jusqu'au jour où il y a un problème. Exactement. Voilà, on est bien rassurés. Voilà, on est bien rassurés. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Un pisse c'est marre. Hein, c'est quelque chose qui nous fait du bien à tous. Tant qu'on roule à 200 km/h à contresens sur l'autoroute et qu'il n'y a pas de bagnole en face, on est bon. Alors, évidemment, quand on parle accident nucléaire, on pense tout de suite Tchernobyl. Mais pour les ingénieurs, il ne faut pas non plus dramatiser. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il y en a eu une cinquantaine ou une centaine, direct. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu les cancers? Parce que la zone est... Et aujourd'hui, quand on revoit les émissions sur le site de Tchernobyl, les animaux sont revenus, ils continuent à y vivre, il n'y a pas de catastrophe biologique associée. Quand est-ce que vous partez en vacances à Tchernobyl? Votre manière de présenter les choses, elle est biaisée. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est assez rare qu'on me dise, mais comment tu fais pour être aussi objectif? Je ne comprends pas. Bon, alors c'est vrai, je suis honnête. Mais si je biaise, c'est parce qu'eux, ils biaisent. Hein, moi, je trouve que biaiser comme ça, entre gens qu'on s'entend, bien évidemment, c'est quand même bien. Alors, continuons. Est-ce que c'est une bonne idée de construire des réacteurs nucléaires malgré le risque de séisme? Je veux dire, le Japon y est soumis depuis de très nombreuses années, mis à part le tsunami sur lequel ils ont dû souffrir énormément, elles ont toujours tenu jusque-là. Oui, à part Fukushima, il n'y a rien eu de spécial. Oui, mais Fukushima, il n'est pas mort du tremblement de terre, il est mort d'un tsunami. Un tsunami lié à quoi? Un tremblement de terre. C'est bien ce qui me semblait. L'enquête avance bien. Il est belge, lui. Ah, c'est possible qu'il ait un petit accent, ou en tout cas peut-être du Nord, mais c'est bien d'être précis. Vous avez vu, ils sont très précis. Hein. Haïti, c'est pareil, les gens sont pas morts d'un tremblement de terre, c'est parce que la baraque est tombée sur leur gueule. Hein, JFK, voilà, c'est vraiment, il a croisé la route d'un bout de ferraille lancé à vive allure contre sa tête. C'est bien d'être précis. C'est des ingénieurs, hein, donc les gars sont précis. Allez, on va continuer toujours sur la précision avec un autre spécialiste sur donc Fukushima. Ah ben Fukushima, c'est pas du tout un accident nucléaire. Un peu, non? Ah mais pas du tout. Pas du tout. C'est quoi hein? Non, parce que il semble que le cœur du réacteur est fondu. Il est pour partie fondu, c'est vrai, mais il n'y a pas eu d'accident, de dommages à la population. Il y a de l'eau radioactive qui est stockée, qui va être traitée, qui sera rejetée. Qui est même rejetée dans les océans, non? Oui. Oui, voilà. Bon, sinon ça va, ça se passe bien. De toute façon, on s'en fout, ça va pas emmerder les poissons. Il y en a plus. On a tellement pourri les océans que mettre de l'eau radioactive sur du plastique, franchement, ça dérange qui? C'est comme déverser du pétrole sur une marée noire. On s'en fout, on n'est plus à ça près. Alors, les risques sismiques sur les centrales, on s'en tape.
pour le fait du risque lié aussi à la sismicité, il est totalement nul. La France n'est pas un pays sismique par ailleurs. Donc si j'ai bien retenu ces 5,5 ou 5,7 sur l'échelle de Richter, c'est important, mais enfin mais non. si un jour c'est plus. Si un jour c'est plus, je vous dis, il est évident que le calcul sont faits sur des bases que je ne connais pas. Voilà, c'est fait sur des bases de calcul. Vous n'allez pas nous faire chier non plus. On peut faire confiance aussi dans la vie. Hein, puis on verra bien, on verra sur le coup. Un accident nucléaire, faut voir porter, comme on dit, Charline. On va pas anticiper, ça gâcherait la surprise. Tout va très bien. Et ça, c'est toujours bien de l'affirmer comme ça avec aplomb, franchement, sans trembler. Guillaume Meurice, merci beaucoup Guillaume. Et merci aux ingénieurs. Ah oui, évidemment. Bien assuré. Allez, avec Fatou Diom, on aborde cet autre thème avant d'écouter la chronique de Juliette Arnaud. Lors des élections européennes, le parti animaliste avait surpris tout le monde en rassemblant 2% des voix, presque autant que le parti communiste. Et comme tous les partis vendraient leur mère pour gratter 2%, ils se sont dit c'était moins d'emmerde de s'inquiéter de la cause animale. Car elle est devenue une préoccupation des citoyens et même des plus illustres d'entre eux. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. C'est Renaud. Extrait de son nouvel album à Renaud. Mais justement, Renaud qui chantait Hexagone, la banlieue, la société de consommation, etc. Le chanteur parmi les plus militants qu'on ait eu, lui aussi il se met à chanter la cause animale. Alors ils chantent pas tous, hein, c'est vraiment deux démarches locales différentes. Vous, ça fait 25 ans que vous vivez en France, c'est ça? Vous êtes arrivé en 94. Oui. Vous constatez ce virage dans la réflexion des Français sur la cause animale et l'intérêt grandissant là-dessus? Peut-être qu'ils deviennent animistes parce que allez vous en parler. Moi, c'était normal. On considère que les dauphins font partie des nôtres. Tout ce qui est vivant a droit de citer. Ouais. Donc l'Occident s'est tellement éloigné. Maintenant, ils sont en train de revenir à ce rapport à la nature parce que notre harmonie en dépend. Je voudrais juste dire qu'il y a parfois des gens qui sont attaqués en justice pour détournement de mineurs. Et que maintenant, on voit des animaux qui sont utilisés par certaines personnes pour des photos, pour vendre une certaine bonne image. Et je trouve que ces animaux-là, ces chats-là, parce que ce sont des chats, mériteraient un avocat pour détournement d'affection. Voilà, détournement de chatons à de très, très mauvaises fins. Est-ce que, donc, on se rapproche d'une conception un peu animiste, alors, de notre monde ? En Occident? Je pense que cette nature et notre bien-être, en tout cas, n'est pas, je vais dire des banalités, notre bien-être est lié à l'état de notre environnement. Et cet environnement, l'Europe l'a tellement dompté, on va dire l'Occident a tellement maîtrisé, la technicité a tellement géré le monde que nous sommes là surpris de nous rendre compte que la Terre aussi peut mettre des baffes. Et parfois, elle nous met des coups de pied. Donc, avec les tsunamis, c'est l'océan qui nous tire la langue. Et ça suffit pour tuer des centaines, des milliers de personnes. Donc, il est temps qu'on s'occupe de ça. Avant, quand on faisait de l'agriculture biologique, on passait pour un arriéré d'une campagne sahélienne. Donc, maintenant, on va se rendre compte que le summum du développement, c'est quand même retourner à l'agriculture biologique. Fatou Diom, eh bien, on peut revenir. Peut-être j'ai une petite question quand même à vous poser encore là-dessus, parce que dans les articles qui parlent de la récupération politique de la cause animale, parce que c'est comme le greenwashing, hein, il y a un dogwashing et un catwashing, hein, c'est pas arrivé par hasard. Il y a un secrétaire d'État qui, en Conseil des ministres, a dit au président de la République la cause animale, faudrait pas laisser ce thème à l'extrême droite, parce que Marine Le Pen pose avec des chats, des chatons. C'est elle qui pose avec les chatons. Ouais, est-ce que vous pensez que la politique d'Emmanuel Macron, elle est le rempart que vous espériez au Rassemblement national? C'est quoi le... La question est piégée. C'est pas la division nationale. Non, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est posé en rempart de l'extrême droite. C'était l'essence de finalement de sa stratégie. Est-ce que vous aujourd'hui, au-delà de la mi-mandat, est-ce que vous trouvez qu'il est un bon rempart? Moi, je considère chaque Français comme susceptible, potentiel, en tout cas, rempart de la division nationale, contre la division nationale. Parce que je ne sais pas s'il y a un rassemblement de quelque chose, mais je sais qu'il y a la division nationale qui peut nous guetter. Donc, je regarde chaque Français et je lui dis, n'oublie pas de te déclarer, toi aussi, ou vous aussi, autant que notre président, comme
potentiel rempart de la scission nationale. Alors, les voilés, les dévoilés, les laïcs, les croyants, les baptisés, les bâtards, tout ça comme moi. Donc, nous sommes tous sous la même chapelle de Marianne. Et c'est ça que je voudrais défendre. Fatou Diom. Fatou Diom 2022. Carrément. Votez pour moi. Parlons de votre roman Je vous rendrai Coluche. avec Juliette Arnaud. Le 26 septembre 2002, un ferry nommé Diola, qui relie Dakar avec la Casamance et qui, au lieu de transporter 500 passagers en charge 4 fois plus, fait naufrage. 2000 personnes perdent la vie. 2000 personnes mortes, c'est au minimum 10 000 autres en grand deuil, soit une ville. Une vraie ville, tout entière frappée de chagrin. Alors Fatou Diom fait le boulot des écrivains. Elle prend une loupe, elle se penche sur la foule de ces gens unis malgré eux, les gens en deuil, en imagine un, et là même ce sera une, elle l'appelle Kumba, qui a une toute petite fille, qui n'a plus son mari bien-aimé, Bouba, disparu quand le Diola a sombré, et qui, comme le veut la tradition, Kumba va entamer le temps de son veuvage chez sa belle-mère sur un bout d'île près de l'océan. 4 mois et 10 jours. C'est le temps rituel dans la religion musulmane qui lui est donc imparti. Ah oui, le veuvage, c'est une chose précise, hein, avec des règles précises. Chelou, mais précises. 4 mois, 10 jours. Pour les catholiques, pour les veuves, c'est 2 ans. Et les veufs, me direz-vous ? 2 ans aussi ? Non, 1 année seulement. Pourquoi ? Ah, je sais pas. Parce que le veuf, l'homme, donc, je sais pas. Peut-être il est moins triste, parce qu'il a d'autres chats plus importants à fouetter, parce qu'il comprend plus vite rapport à son cerveau mieux irrigué, je sais pas. Ce que je sais, c'est que dans l'inconscient collectif, en Occident, il y a 2 types de veuves. Pour les pas veuves, je rappelle, hein, c'est ou maman ou putain. Et je ne suis pas maman. Donc, pour les veuves, c'est la joyeuse, une garce, hein, on n'est pas loin de la putain, ou Andromaque. Celle de Racine, celle qui, au contraire, ne veut pas oublier son mari, Hector, qui ne veut pas être joyeuse, le temps ou pas le temps. Et c'est chiant aussi, hein, ce qu'elle fait, Andromaque, parce qu'elle casse la chaîne des amours contrariés, qui définit Andromaque. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, on y est, qui est mort. Ah ben c'est bien Andromaque, super pour la chaîne des amours contrariés, génial, elle est foutue, je te remercie. Quittons maintenant l'inconscient collectif occidental, allons au Sénégal avec Kumba. Comment les autres la perçoivent ? Je vous cite Fatou Diom, souvent on parlait d'elle en l'appelant la veuve, même en sa présence. N'était-elle donc plus que cela, un être, ou plutôt une entité définie par l'absence ? Et puis en l'occurrence, sa belle-mère lui conseille d'invoquer le nom d'Allah pour apaiser son tourment. Seulement voilà, pour Kumba, et je vous cite encore, invoquer, mais elle ne faisait que cela, Kumba. Seulement son seigneur à elle, c'était Bouba. Hérétique donc. Kumba, c'est dans l'animisme qu'elle va trouver son chemin. Animisme qu'elle et son mari définissaient ainsi, religion pacifique et écologiste, ne hiérarchisant pas les êtres humains. Sa souffrance, elle va l'affronter en recourant à l'imagination. Et la nuit, quand on ne la surveille plus, quand plus personne de vivant peut comptabiliser son deuil, Kumba convoque les morts avec une prière. Sangomar, roi des ombres, humblement je te le demande, accorde-moi la vue qui traverse la nuit. Et là, un miracle se produit. Si Bouba ne retrouve pas la vie, Kumba, elle, et je vous cite encore, ne comptez plus ces sombres heures, seulement ces merveilleuses nuits. Et voilà. Miracle, Kumba, miracle de la littérature qui ne connaît pas de frontières. Kumba embrasse Racine, mais alors le jeune Racine, bien avant Andromaque, celui qui écrivait « Une nuit d'Uzès dans une lettre » et « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci, qui vient de nous chroniquer. Ça vous a plu. Les Veilleurs de Sangomar, paru chez Albin Michel. Fatou Diom, en pleine haute saison des prix littéraires, il y a peu d'élus au regard du nombre de livres parus. Et pourtant, ces centaines de bouquins, c'est rien du tout à côté du nombre de Français qui se tournent vers l'écriture. Il y aura même plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent, vu que les ventes s'érodent tout doucement. Des foutaises, j'en écris aussi pas mal, seulement personne ne veut les éditer. Ah, toujours pas. 30e refus. Et votre cousin, la critique littéraire? Que pensez-vous, Madame Suzanne? Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant, parmi les vautours qui vivent de leur plume. Et votre livre, sinon, c'est une histoire d'amour? Non, c'est l'histoire d'un type qui écrit son journal. Seulement, au lieu d'écrire au fur et à mesure ce qui lui arrive, il écrit à l'avance la version catastrophe de ce qui pourrait lui arriver. Du coup, ça le déprime, et donc, il fait rien. Bref, en gros, c'est l'histoire d'un type qui fait rien.
L'écrivain, c'est Artus de Penguern, dans Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. Un article de Slate sur le désir d'écrire et la difficulté de se voir non publié et parfois sans aucune réponse. Vous, Fatou Diom, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez appris pour la première fois que vous serez publié ? Oui, et j'ai eu envie de changer d'avis. J'ai eu peur. Mais non. Mais si, parce que c'était un jeu, c'était un pari avec un ami pour montrer mes nouvelles. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous personnel, face à face. Je n'ai pas voulu envoyer le texte parce que ces personnages-là qui pullulent dans mes livres, ils vivent avec moi et ils sont sensibles et je ne peux pas les mettre dans une boîte. Donc, encore aujourd'hui, je les porte moi-même. Et donc, je ne m'attendais pas à être publié. Il a lu devant vous? La personne a lu devant vous? Oui, c'était Présence africaine. La dame est encore là, Madame Diop. Et j'ai demandé rendez-vous. Elle a dit, pourquoi? Je dis, c'est personnel. Ben, envoyez les textes. Je dis, non, madame. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, vous connaissez une maman qui enverrait son bébé par colis postal? Et elle m'a dit, mais non. Je dis, c'est pareil pour moi. Ben, alors, on ne pourra pas vous publier. Ben, on en reçoit des milliers. Je dis, mais madame, vous allez le regretter. Et elle a rigolé. Donc, elle m'a dit, venez. Donc, 14h30, lundi prochain, dans mon bureau. Je dis, mais j'ai pas le billet de train. Elle me dit, mais je m'en fous, vous voulez venir ou pas? Donc, je suis allée accompagnée par la maman d'une amie, grâce à qui j'ai pu découvrir le quartier latin. Ah oui. Et elle lisait, et comme j'avais 15 minutes, au bout de 30 minutes, je dis, ben voilà, vos 15 minutes sont passées, madame, donc ou vous me publiez, ou vous me rendez mon texte. Et donc, elle avait décidé de me dire, mais je vous publie. Je dis, ouais, c'est ça, elle voit que je déprime. Donc, j'ai donné un CV en lui disant si vous pouvez m'engager pour du secrétariat. Et je suis partie. Et puis, j'étais juste contente d'avoir vu Paris et montrer mon texte. Puis après, j'ai reçu un papier comme quoi on allait me publier. Et là, j'ai eu peur. Donc, je pense que je les ai mis en retard d'ailleurs. Parce que je n'osais plus signer le bon à tirer. C'est fou. C'est fou. Et demain, à 9h du matin, Madame Diop va avoir une centaine de coups de fil suite à l'explication que vous venez de donner. C'est une magnifique histoire. C'est fou cette histoire. Fatou Diom, on a bien fait d'aborder ce sujet avec vous. Alex Vizorek, oui. Nous avons donc une grande écrivaine qui est allée avec beaucoup de culot. Alors, c'est le Jupi-Proust. C'est un questionnaire entre le questionnaire de Proust et puis les préoccupations de par Jupiter. Un Jupi-Proust spécial Sénégal. Vous répondez comme ça vous vient. On est parti. Fatou Diom, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous sentez-vous être une lionne de la Teranga? Ça c'est 10, c'est au moins 10. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous sentez-vous être un coq gaulois? Cocorico! C'est double 10. Ségolène Royal est née au Sénégal. Qu'est-ce qu'elle a de très africain? Son amour du thieboudienne, je suis sûre qu'elle doit aimer. Qu'est-ce que c'est? Le thieboudienne, c'est le plat national sénégalais. Et comme Madame Ségolène Royal est née au Sénégal, je compte sur elle pour être l'ambassadrice de ce merveilleux plat. Mais il y a quoi dedans? Ah, c'est du poisson farci avec plein de légumes et donc... c'est épicé. Oui, c'est un poisson farci avec du thieboudienne. Donc, faites la preuve. C'est l'instant recette. Voilà, découvrez et puis défendez le thieboudienne et... Venez partager la choucroute aussi. C'est noté. Quand les Français font une blague pour se moquer d'un peuple, ça tombe sur les Belges. Quand les Sénégalais se moquent... Mais c'est parce qu'ils le méritent, les Belges. Ouais, ça c'est vrai. Alors, attention, on va passer à une question plus difficile. Colonisation. On se moque de qui au Sénégal quand on se moque d'un peuple? Des Belges aussi? Oh, au Sénégal, non, parce qu'on a du cousinage de plaisanterie, par exemple. Comme je suis sérère, ce que je voulais savoir. Je sais que les gens les plus gourmands du Sénégal, ce sont forcément les Diola. Et que leur dieu était tellement idiot qu'il n'a même pas pu défendre le Diola. Ils n'ont pas pu sauver notre bateau. Ça marche par ethnie là-bas. Eh bien, parce que les Diola, ils dormaient. Ils ont tellement mangé qu'ils ont alourdi le bateau, certainement. Booba, le rappeur, est à moitié sénégalais. Souhaiteriez-vous recevoir l'autre moitié? Je pense qu'il est 100% sénégalais parce qu'il est 100% français, donc forcément 100% humain. Ça, c'est une bonne réponse. Êtes-vous d'accord avec Michel Sardou quand il dit « C'est pour une fille de Nairobi qu'un tambour joue au Sénégal ». Ah, moi, je l'écoute quand il me chante le Connemara parce que je suis curieuse. Ah, dernière question. Léopold Sédar Senghor était votre référence et était académicien français. Aimeriez-vous être un jour sous la coupole? Mais je suis sous votre coupole déjà et c'est merveilleux. Ça, c'est bien voté en touche, ça. C'est vrai.
Fatou Diom. Merci beaucoup, Fatou. C'était vraiment un plaisir. Vous avez enjaillé ce studio. Donc, je rappelle que votre roman s'intitule Les Veilleurs de Sangomar et qu'il est paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Fatou. C'était un plaisir. Merci beaucoup, les amis. Demain, nous recevons donc la reine du blues en France, Nicoletta. Mais le dernier mot de cette émission, on va le laisser à Raymond Poulidor, qui avait eu la gentillesse de passer par notre studio en octobre 2015 et qui nous a parlé de Jacques Anquetil. Je m'excuse d'employer ces propos. Il vient dans la chambre, il me dit, tu continues à m'emmerder. Excusez-moi. Tu continues à m'emmerder, tu te rends compte, ma fille, elle veut une casquette de poupou. Et quand tu parles qu'elle était sur la route, elle encourageait comme tous les gamins. Et tous les gamins de 2 ans, ils criaient « Vas-y poupou, vas-y poupou ». Il dit « Tu te rends compte, ma fille a dit poupou avant papa ». MMA, interruption spéciale. Benoît, vous êtes sur un chantier à Marmande, il ne se passe rien. Non, rien du tout. Ça veut dire que depuis l'incendie, les travaux n'ont toujours pas repris. L'entrepreneur va